Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la saison 1 des Malambda. Bonjour Sébastien. Salut Laurent. Alors nous avons commencé l'aventure des Malambda le 14 novembre dernier. Je me rappelle, c'était mon anniversaire et oui, avec un tout premier épisode qui traitait de l'hypersensibilité. Car oui Sébastien, nous sommes tous les deux hypersensibles. Et quoi de mieux que de clôturer cette première saison en reparlant hypersensibilité avec celle qui m'a permis de découvrir la mienne et par la même occasion de la crier sur tous les toits, de la normaliser et de la rendre visible au travers des Malambda. Je veux bien entendu parler de Charlène Bertoli, ici présente. Bonjour Charlène. Bonjour. Bonjour Charlène. Bonjour. Est-ce que déjà pour commencer, tu pourrais déjà te présenter succinctement un petit peu pour nos amis Oui, donc du coup je m'appelle Charlène, je suis psychologue clinicienne. Ça fait une dizaine d'années à peu près que j'exerce et je me suis spécialisée au fil du temps dans l'hypersensibilité. C'est pas forcément quelque chose que j'ai fait officiellement, ça s'est fait un petit peu tout seul en fait. Voilà, je sais pas si... Ouais, et comment ça se spécialise, comme tu dis, au fil du temps? C'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des formations? C'est quoi à peu près tes études ou ton parcours? Non, pas du tout. Alors en fait, l'hypersensibilité, c'est pas du tout quelque chose qui est abordé pendant les études. On va dire ce qui s'en rapproche le plus, qui fait partie de l'hypersensibilité, c'est ce qui est haut potentiel ou autisme. Mais c'est pas quelque chose qu'on aborde et même des fois, c'est pas forcément reconnu en fait dans le milieu psychologique. Moi, je me suis spécialisée en fait petit à petit parce que je le suis. Et du coup, j'ai une façon, je pense, d'aborder les thérapies qui colle bien avec ce genre de personnes. Et en fait, le truc, c'est que c'est des personnes, comme vous et moi, qui ont du mal à trouver compréhension, à trouver des psys qui leur conviennent, etc. Et en fait, du coup, ça a commencé que j'ai eu quelques patients comme ça et qu'en fait, ça se fait par réseau, en fait, du coup. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai que des amis, d'amis, de famille et je mets pas forcément en avant le fait que je suis spécialisée dans l'hypersensibilité, mais c'est... Voilà, ça se dit en fait. Ça se dit, ça s'est construit, ça s'est fait tout seul. Et c'était, moi, du coup, je parle pour moi car tu es ma psychologue et c'est comme ça que nous sommes connus. C'est ça. Du coup, moi, ça a vraiment été, c'est un truc que j'avais dit sur le premier épisode, donc sur l'hypersensibilité, que c'était la description qu'il y avait sur ton site qui pour moi m'a énormément parlé et en fait il y avait un message sous-jacent d'hypersensibilité dans la façon dont c'était, dont je savais pas ce que c'était, mais je me suis senti une connexion, quoi, tu vois, et j'ai senti que... Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est là où quand même on voit que le concept il a une vérité parce que en fait je le dis pas dans mon site que je parle pas du tout d'hypersensibilité, mais je pense qu'en fait on a des codes tout simplement qui sont similaires et que voilà ça parle. Je pense que c'est des mots clés ou des trucs qui m'ont fait me dire c'est ça que je veux, quoi. C'est ça dont j'ai besoin en fait, c'est cette approche là, quoi. Ok. Et du coup on parle d'hypersensibilité depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est toi l'hypersensibilité? Alors, si on rentre là directement du coup un peu dans la définition. On est bien là. Alors en fait, l'hypersensibilité, alors déjà moi ce que je peux préciser c'est que je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup ou qui ait fait des formations. Donc tout ce que je vais dire en fait dans le podcast, c'est vraiment ma vision personnelle. Bien sûr, et c'est ce qu'on veut. qui est aussi tirée de ma propre hypersensibilité puis de tous les gens que j'ai pu voir aussi au fil des années. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est une hyper-réceptivité, en fait. À la base, on va dire que c'est juste ça. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences, parce que plus on reçoit... En fait, c'est comme si un hypersensible, c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre perceptif et qui reçoit absolument toutes les informations de l'environnement. Là où d'autres personnes, ils vont filtrer par des mécanismes internes. L'hypersensible, il ne le fait pas. Et du coup, c'est le fait d'avoir toute cette réception d'informations. Donc, quand je dis information, c'est sensoriel, donc c'est les 5 sens, mais aussi émotionnel, énergétique, extrasensoriel. Enfin, voilà, on peut ressentir les énergies, on peut ressentir les ambiances. Enfin, ça peut être on peut ressentir la structure moléculaire des choses. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça, c'est la base. Et forcément, ça va impliquer après, derrière, qu'on va avoir une hyper-activité mentale, une hyper-émotivité, une hyper-activité parfois. Mais ça reste après des conséquences, en fait, de l'hypersensibilité. Et du coup, il y a différents types d'hypersensibilité? Oui, alors il y a différents types. Ce côté hyper-réceptivité, c'est commun à tous. Mais après, ça va se manifester différemment selon les personnes et selon la personnalité aussi. Parce que l'hypersensibilité, c'est inné. En fait, on va dire qu'on est comme ça.
mais on va construire par-dessus ça une personnalité, et ça va différer en fait en fonction de tout le monde. Dans les catégories diagnostiques, on va dire que c'est comme si il y avait un spectre en fait. Souvent, on peut parler de cerveau gauche, cerveau droit. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà ça. Voilà, donc les hypersensibles, c'est plus cerveau droit. On va dire qu'on part du cerveau gauche jusqu'au cerveau droit. Juste pour concrétiser, le cerveau droit, c'est le créatif. Oui, c'est ça. Et le créatif, gauche, imaginaire. C'est le concret, c'est le rationnel. Le rationnel. Exactement. Okay. Ouais. Et du coup, on va dire que les hypersensibles, si on prend 100%, ils vont être 20% côté cerveau droit. Tous les autres, les 80%, on va dire, des gens sont plutôt côté cerveau gauche. Et dans ce spectre-là, il y a une espèce de continuum qui va aller du haut potentiel jusqu'à l'autisme, en fait. On va dire que l'extrême du spectre, ça va être, pour moi en tout cas, ça va être l'autisme. Et donc, en termes d'étiquette, dans l'hypersensibilité, on peut mettre tout ce qui est donc haut potentiel, zèbre, surdoué, hyperactif aussi, TDA, donc trouble de l'attention, souvent. Trouble 10, en général, quand il y a plusieurs troubles 10, c'est qu'il y a une hypersensibilité, il y a un fonctionnement particulier en dessous. Tous les troubles autistiques, donc Asperger, autisme, et aussi beaucoup de troubles de la personnalité. Ok. Il y a beaucoup de pathologies où il y a une hypersensibilité dessous parce que tout simplement, la pathologie, elle naît quand même de l'idée qu'on est différent de la norme, et quand on est hypersensible, on est différent de la norme. Donc c'est quand même souvent qu'on construit une personnalité qui a un trouble en fait, quoi. Il y a un trouble de personnalité. Donc tout ce qui est borderline, etc. Voilà, ça peut être des hypersensibles. Il y a souvent, on en parlera tout à l'heure, mais souvent cette connexion qui est faite entre borderline et hypersensible, des gens qui se posent la question justement, qui ont pu avoir des diagnostics de borderline, alors que, il y a une sorte de confusion un peu, je pense, peut-être des gens qui se perdent un peu là-dedans. Carrément. Voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout la même chose en fait. L'hypersensibilité, encore une fois, c'est la base. Borderline, c'est un trouble de personnalité. Donc c'est vraiment en fait par rapport à cette hypersensibilité et tout ce que tu perçois en fait dans le monde, comment tu vas construire ta personnalité. Ça veut dire que du coup, si tu es très sensible, tu vas être beaucoup plus sensible à l'abandon, au rejet, à tout un tas de choses. Et donc, tu as plus de chances du coup de construire une personnalité, par exemple borderline, où tu te sens abandonné tout le temps et où tu vas avoir... Donc, c'est les deux. C'est pas un ou l'autre, en fait. C'est que tu peux être hypersensible et avoir un trouble de perso borderline, par exemple. Ok, parce que je pense qu'aussi, des fois, le fait d'être hypersensible, en fait, tu as une gestion des émotions ou un cycle émotionnel dans la même journée qui va osciller de l'euphorie à la catastrophe. Même dans une même heure, je pense que tous les trois ici, c'est des choses qu'on vit assez souvent. Et c'est vrai que moi, avant de savoir si j'étais hypersensible, avant de savoir que j'étais hypersensible, je me posais des questions en fait sur ma personnalité. En fait, je me disais, on est plusieurs dans ma tête, c'est pas possible. Un coup, je suis heureux, la seconde d'après, je suis triste, et je comprenais pas vraiment pourquoi. Alors qu'en fait, c'était juste le fait que je recevais des émotions, et c'est pour ça que je pense que certaines personnes peuvent se penser borderline, alors qu'en fait, elles sont peut-être juste simplement hypersensibles et avec des émotions qui fluctuent énormément, et du coup à se poser une question de qui je suis, quoi, réellement. Carrément. Et après, ce qui va faire aller dans le côté un peu plus trouble, c'est comment tu vis en fait ça. C'est-à-dire que, et justement, c'est là tout le propos de la thérapie des hypersensibles aussi, c'est de les ramener à accepter leur fonctionnement et à se sentir bien avec le fait, oui, j'ai des émotions qui bougent beaucoup et c'est ma nature en fait, et c'est pas grave. Par contre, si tu commences à dire c'est pas normal, j'ai un problème, je suis pas comme tout le monde, etc., c'est là où tu vas basculer du coup dans une souffrance en fait. Très bien. Du coup, toi, Charlène, donc tu es hypersensible. Oui. Comment as-tu découvert ton hypersensibilité et comment est-ce que tu l'as appréhendée ? Assez tard, en fait. Alors, je me rappelle en même temps. J'ai vu quelques psychologues dans mon parcours. Et la première fois qu'on m'a parlé de ça, c'était quand j'ai eu ma première fille. Où là, en fait, pour expliquer rapidement, donc du coup, moi, à 20 ans, j'ai eu une maladie auto-immune. Donc avec beaucoup de souffrances physiques, mais bon, je continuais quand même à avancer. J'ai eu depuis toute petite cette sensation d'être différente et de galérer plus que les autres, vraiment de galérer grave, et que c'était pas normal de galérer autant, quoi. Mais j'ai avancé, et donc j'ai eu cette pathologie, j'ai continué, puis j'ai eu ma fille, et là j'ai commencé vraiment à être débordée par mon fonctionnement.
j'arrivais pas à gérer tout ça. Donc j'ai vu une psychologue. Et voilà, on a travaillé classiquement sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'organisation, tout ça. Et puis en fait, elle a commencé à me dire « Ah ouais, mais votre empathie, elle est un peu supérieure à la moyenne » ou des trucs comme ça. Moi, je connaissais pas du tout tous ces trucs-là. Et je crois qu'à l'époque, elle m'avait donné le livre de Trop intelligent pour être heureux. Je sais pas si vous... Ouais. Je crois que c'est ma psychologue qui me l'a conseillé, celui-là. Celui-là aussi, c'est vrai. C'est le deuxième. Après, je pense trop que tu m'as conseillé. Ouais. Et donc, j'ai vu ça m'a beaucoup parlé. Et donc, je me suis d'abord, avec la psy, étiquetée plus sur le côté haut potentiel, du coup, parce que là, il s'agit de ça. Oui. Donc, j'ai fait des tests, effectivement, qui ont montré ce haut potentiel. Mais en fait, ça expliquait pas tout pour mon cas, en tout cas. Donc, c'était déjà très intéressant parce que je comprenais que j'avais une perception différente des choses et que c'était pas grave, en fait, que c'était juste un fonctionnement différent. Il restait quand même beaucoup d'aspects bizarres à comprendre, et notamment les douleurs extrêmes que j'avais. Et du coup, petit à petit, en avançant, on m'a parlé d'Asperger. Donc, c'est là où, du coup, j'ai compris, en fait, tout, la globalité de ma personne, on va dire, et des trucs qui n'avaient pas été expliqués. Et aujourd'hui, où je me comprends comme ça, j'ai plus de douleur, par exemple, parce qu'en fait, c'était une surcharge émotionnelle et sensorielle permanente que je ne comprenais pas et que je compensais, en fait, tout le temps. Du coup, c'est ton corps qui parlait, en fait, c'est ça? Oui, parce que je prenais beaucoup, mais comme moi, je voulais être normale et comme tout le monde... je faisais une vie comme tout le monde, en fait. Sauf que c'était une vie qui n'était pas du tout adaptée à moi. Je pense que... je ne vais pas parler pour toi, mais moi, c'était exactement le cas. Et je subissais un peu les choses. Je me suis dit, mais pourquoi je suis comme ça? Il faut que j'essaie d'être... Il faut que je sois comme les autres, en fait. Et à me forcer à faire des choses qui n'étaient pas moi. Et ça générait une souffrance à chaque fois. Ça allait à l'opposé de ce que je recherchais vraiment, quoi. Mais du coup, c'est grave ou pas, docteur, si on est hypersensible? Moi, je trouve que c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une machine qui est hyper puissante. Le corps? L'hypersensibilité, tu vois, l'être humain, mais quand on est hypersensible, on va dire, tu vois, souvent avec les patients, je dis, c'est comme si vous avez une Clio ou une Porsche, tu vois, et que, ok, c'est une voiture, mais quand tu as une Porsche, en fait, tu peux pas l'appréhender de la même façon que quand tu as une voiture un peu plus simple. Le truc, c'est que c'est du coup une machine qui est hyper puissante et il faut juste savoir l'utiliser, en fait. Il faut juste savoir l'utiliser correctement, ce qui prend du temps parce que le manuel n'est pas le manuel qui est enseigné par la plupart des gens de la société. Une Porsche modèle spécial, customisé, avec tel jambe, de tel diamètre, de telle pression de pneus. Et les manuels en anglais. Il faut le manuel qui va bien, c'est vrai. Du coup, ça se diagnostique? L'hypersensibilité? Parce que tu disais, juste pour reprendre à propos de ce que tu disais avant, tu disais que quand tu as lu le bouquin, tout ça, tu t'es dit ça c'est là-dedans, et je crois, il me semble que tu as dit que tu t'es fait diagnostiquer. Oui. Mais est-ce que les gens peuvent faire des tests? Oui, alors il y a plusieurs genres de tests. Pour le haut potentiel, c'est le test de QI, en fait. Donc, si tu veux être diagnostiqué avec un haut potentiel, c'est un QI supérieur à 130. Mais est-ce que le test de QI n'a pas été prouvé comme s'il était obsolète, justement, aujourd'hui? Après, on peut plus ou moins tout remettre en question. Ça traduit, moi, pour l'avoir vécu sur moi, ça traduit quand même une façon de raisonner, une rapidité du traitement de l'information, tout ça qui est quand même concrète. Mais je pense que si je le refaisais, je sais pas, mais si je le refaisais aujourd'hui, il serait supérieur à quand je l'ai fait, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment optimisé ma façon de me gérer. Et je pense que j'ai une façon de gérer mon cerveau qui est beaucoup plus puissante qu'à l'époque. D'accord. Et par exemple, dans l'Asperger, il montre que les tests de QI peuvent varier de 30 points, ce qui est énorme en fonction du niveau d'anxiété aussi. Parce que tu peux... Je pensais que ça, c'était en général, en fait, que n'importe quelle personne qui faisait un test de QI, s'il faisait le matin, le soir, par rapport à la veille, n'aurait jamais le même résultat, en fait. Non, quand même pas. Ok. Du coup, comment est-ce que toi, tu gères le fait d'être psychologue hypersensible et de recevoir en consultation des gens qui sont hypersensibles? Alors moi, j'essaie de me projeter en me disant, demain, je suis psychologue, je suis déjà... Tu vois, je réceptionne beaucoup de choses de la part des gens. Si en plus j'ai des gens qui sont hypersensibles, ça c'est amplifié. Comment je fais pour garder une distance, une sorte quand même de protection, de bulle pour pas absorber tout ça et rentrer chez toi le soir vider, quoi. Du coup, comment est-ce que toi tu gères ça? En fait, alors tu vois, dans l'Asperger, par exemple, dans l'autisme, on parle souvent des intérêts restreints, donc on a tous des passions, donc des fois ça peut être les trains, la guerre mondiale, etc. Moi, c'est le fonctionnement humain. C'est pour ça que je suis passée inaperçue aussi longtemps, d'ailleurs, parce que j'ai une forme, moi, d'autisme qui est surcompensée,
parce que comme je passe mon temps à analyser le fonctionnement humain, je suis hyper douée pour faire ce qu'il faut, quoi, tu vois. Mais ce qui fait qu'en fait, c'est comme si je vivais ma passion en continu, en fait, tu vois. Je vois des gens toute la journée. Moi, ça me fascine. J'ai l'impression de... Je me sens pas dans l'écoute en train d'être épuisée. Je me sens comme si je menais des enquêtes, quoi, tu vois. Ouais. Enfin, du coup, c'est vraiment nourrissant pour le coup. Ouais. Ah ouais, moi maintenant quand je finis mes journées, je suis des fois plus en forme que quand j'ai commencé. Parce que ça me correspond. Oui, Ouais. Et c'est vrai qu'on a souvent ce biais de dire t'es sensible, donc tu peux pas faire des métiers, voilà. Encore une fois, il ne faut pas confondre la sensibilité et les problèmes émotionnels ou les problèmes de gestion de soi, ou voilà, les identifications qu'on peut faire aux autres ou quoi. L'hyper-réceptivité, c'est hyper puissant pour être psy, parce que plus tu réceptionnes d'informations, tu vois une personne, si tu arrives à lire un peu son mode de fonctionnement, parce que la perception, c'est aussi en fonction des yeux, tu vois si la personne elle est en train de réfléchir, tu captes énormément d'informations. Du coup, tu peux aller quand même assez vite, assez loin dans les thérapies, quoi. Tu as un diagnostic plus efficace, plus rapidement, et tu sais du coup mener les gens, les remettre... J'essaye en tout cas, mais ouais. On a reçu un mail, nous, un message d'une psy qui nous disait qu'elle n'avait jamais entendu parler d'hypersensibilité dans sa formation. Est-ce que toi, tu as entendu parler dans ta formation, et est-ce qu'il y a une différence entre être psy ou être psy spécialisé hypersensible, ou ce n'est juste une approche différente ou des recherches personnelles qu'il faut... Non, moi, j'en ai pas du tout entendu parler non plus dans ma formation. Et au-delà de ça, tu as beaucoup de psys qui nient, justement, comme je disais tout à l'heure, ce concept d'hypersensibilité. D'accord. Moi, j'ai même des collègues qui, en gros, ils disent ok, bon, hypersensible, ok, c'est ton truc, tu vois, mais en gros, ça n'existe pas, quoi. D'accord. Surtout en ce moment, il y a un petit peu ce truc de c'est la mode, c'est le mot à la mode que tout le monde emploie, suremploi, à tort ou à travers. Et même, tu vois, il y a des gens qui vont te dire, moi j'ai entendu des collègues me dire, c'est une façon positive de s'étiqueter quand on a des troubles. Ouais. Bon, si tu pousses le concept un peu loin, tu te dis, à la limite, quand tu vas pas bien, autant t'étiqueter positivement, tu vois. Donc ça veut dire, moi, ce que je me dis, c'est que je dis des patients, autant leur dire qu'ils sont hypersensibles plutôt que leur dire... vous avez une grosse pathologie, et tu vois. Oui. Donc je comprends pas trop ce truc-là. Ouais. Ce que je pense, c'est que comme quand on est hypersensible, on est en surperception, on est en surconscience. On peut comprendre les gens qui sont en sous-perception, mais les gens qui sont en sous-perception, ils peuvent pas nous comprendre, en fait, parce que ils sont pas dans cette finesse, en fait, de perception des choses. Donc ça existe pas, en fait, pour eux. Oui, c'est au-dessus, quoi. Moi, je vois ça souvent quand tu parles avec quelqu'un et qu'il ne se rend pas compte qu'il est en train de te gonfler. Parce qu'il continue à parler, il parle, tu vois. Et nous, on se rend compte, parce que moi, j'ai l'impression de me rendre compte très vite, genre, là, je sens que je l'ennuie, je sens que je l'embête, ou tu le sens. Tu captes les signes, le body language. Et puis tu sens que le mec, il commence à regarder un peu à droite à gauche, tu sens que c'est qu'il t'écoute plus, et donc tu arrives à stopper. Et moi, ça m'arrive de discuter avec des gens qui me prennent la tête pendant des minutes, vraiment très longtemps. Et je dis, mais ils captent pas que que ça rentre, que j'ai décroché, quoi, tu vois. Et c'est là où tu parles de perception, et c'est intéressant, ce truc. Et surtout au début, c'est des trucs qu'on a déjà évoqués, mais quand moi je pensais que tout le monde pensait comme moi, en fait, je comprenais pas pourquoi ils comprenaient pas, en fait. Si tu vois le truc. Mais carrément. Et j'étais là, mais pourtant c'est évident, pourquoi ils captent pas ça, ou des situations de personnes qui parlent, qui se comprennent pas, et toi t'es extérieur, t'as vite compris le truc, tu te dis, mais pourquoi ça me paraissait aberrant qu'en ayant le même schéma de pensée que moi, la même réflexion, ils puissent pas aboutir à la même conclusion, quoi. Et bon, maintenant je comprends que chacun est différent. Du coup, on a cette capacité de s'ajuster aux autres aussi pour, je pense, faire passer des messages ou... Ouais, puis ça, ce que tu dis, c'est vachement important dans la souffrance qu'on peut vivre, parce que quand tu comprends que du coup les autres, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils s'en foutent de toi, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est que juste ils fonctionnent pas pareil, en fait. Donc ça, c'est capital de le comprendre aussi. C'est apaisant, ouais. Parce que moi, ça me générait énormément de souffrance, et le jour où j'ai compris que en fait, c'est juste le cheminement dans la tête, c'est pas du tout le même, du coup, voilà, tu te dis, c'est pas contre moi, c'est pas de la méchanceté, c'est juste que c'est frustrant des fois, on va pas se le cacher, mais... Mais tu parlais justement
d'une sensibilité justement supérieure, mais quelle est la norme en fait? Comment on arrive à définir une norme de sensibilité? Est-ce que à quel moment on peut se dire tiens je suis hypersensible ou non je suis juste normal? Quel est le curseur en fait? Est-ce que tu sais ça ou non, c'est compliqué? C'est difficile et moi c'est des choses qui me questionnent aussi beaucoup et c'est pour ça je pense que c'est difficile de catégoriser l'hypersensibilité parce qu'il n'y a pas vraiment de normes, mais par contre donc ça se comprend aussi mais ça se comprend aussi du coup les spécialistes des psys qui disent non ça n'existe pas en fait. Oui. C'est parce que c'est plutôt un continuum en fait. D'accord. Tu vois, c'est une sursensibilité, une hypersensibilité. Il y a un espèce de continuum où tu vas plus ou moins jusqu'à quelque chose de vraiment très très hypersensible, mais il n'y a pas de limite. Après, alors je te dis ça, mais en même temps quand on est hypersensible, on se reconnaît, tu vois. Il y a quand même un truc qui est différent, quoi. Il y a quand même des valeurs. C'est tout aussi. Voilà, là on parle de la sensibilité, mais c'est quand même tout un fonctionnement différent, quoi. Et j'ai l'impression que c'est souvent des artistes. Oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est factuel ou toi, du coup, dans tes patients, est-ce que c'est souvent des artistes? Ouais. Artistes ou alors c'est difficile parce que les 3/4 des patients ils vont dire non artiste pas du tout, moi je sais rien faire, manque de confiance en soi plus que militer. Moi je me considère pas comme artiste non plus, mais ça n'empêche pas qu'on est tous un peu musiciens, un peu touche à tout, un peu réel, un peu tout. Parce qu'on vit par ça en fait, on est quand même animé par tout ce qui est créatif, par tout ce qui est essentiel en fait. Dans l'hypersensibilité il y a vraiment ce côté essentiel de la vie. Les plans émotionnels, les plans sensoriels, les plans créatifs, de transmettre, d'apporter quelque chose au monde, c'est quand même des choses qui sont hyper importantes en fait pour les hypersensibles. Et de pouvoir communiquer sans mots aussi, parce que les mots ils ont des limites. Ouais. Et des fois, tu veux transmettre quelque chose, une émotion, quelque chose, mais ça va passer par de la peinture, de la musique ou. Oui. Et pour les hypersensibles, c'est assez vital en fait. Alors ils le font pas tous. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en général de confiance en soi, d'estime de soi, tout ça, d'imposteur. Surtout s'aborde. Voilà. Et aussi, on a eu une conversation avec un ami à ce sujet-là. En fait, tout le côté artistique, en fait, on recherche tout le temps ce qui est beau et on enlève le reste. Donc, du coup, les gens se disent il faut que ce soit beau pour que je puisse prétendre à faire quelque chose. Donc, ils s'auto-sabordent. Alors que si on enlève le côté beau, juste le côté faire du bruit, faire un dessin, même si c'est pas forcément beau, en fait, ça permet de s'exprimer quand même. Carrément. Et en fait, c'est juste s'exprimer en fait. Et quelle est du coup ton approche de l'hypersensibilité avec tes patients? Du coup, ça dépend des patients, ça dépend de leurs demandes. Il y en a qui viennent spécifiquement pour ça. Donc en fait, si tu veux, même des fois, ça peut être une contrainte même parce qu'ils arrivent directement avec toutes les lectures, et puis c'est en mode je suis hypersensible et validez-moi-le, quoi. Donc et puis j'en ai d'autres où ils n'ont pas du tout conscience de ça, où je peux l'évoquer un peu parce que moi je le cerne assez vite, mais des fois c'est même pas judicieux parce qu'en fait ils en sont pas du tout à ça, donc on va travailler d'autres choses. Ça dépend vraiment des gens. Ouais, ils sont pas forcément peut-être prêts à l'entendre. Oui. C'est des choses que tu captes, ça aussi, quand t'as un patient qui arrive, tu captes d'entrée de jeu qu'il est hypersensible, mais peut-être qu'il n'est pas encore prêt à l'entendre. Par exemple, le mec qui s'appelle Laurent, tu vois, qui arrive en consultation, bonjour, je m'appelle Laurent. Mais Laurent était prêt à l'attendre. Et par exemple, son nom c'est Robin. Il a mis du temps. Il a mis du temps, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je te pose, moi, mon vécu, et je pense que j'en avais déjà parlé pareil sur le premier épisode, c'est-à-dire que je pense que dès la première année, t'as commencé à me suggérer, à me parler d'hypersensibilité, mais moi j'ai retenu que sensibilité en fait, et que le côté émotionnel, mais une mauvaise interprétation du mot en fait, et du coup pour moi c'était juste que j'allais regarder un film triste, j'allais pleurer à chaque fois, tu vois, c'était juste ça, quoi. Et du coup, j'étais là, mais non, je suis un bonhomme, je suis un gorille, quoi. Tu vois. Et je pense que j'étais pas prêt à ce moment-là à entendre ça et du coup à m'ouvrir par rapport à ça. Et c'est vraiment l'année d'après, du coup, c'était pendant le premier confinement où tu m'en as reparlé. Et où là, j'étais un peu plus ouvert du coup à ça parce qu'il y avait eu une année de cheminement, de questionnement et d'un chemin qui avait été parcouru. Donc peut-être c'est des choses que tu as ressenties aussi et c'est pour ça que tu as attendu un peu que tu m'en as reparlé. Donc du coup, ouais, c'est moi, ça me... Mais c'est ça du coup la question, c'est vraiment la réaction, quoi, quand tu leur dis, je pense que... Est-ce que tu leur dis frontalement, je pense que... Ça dépend encore une fois des gens. Il y a des gens, je vais dire, ouais, peut-être vous êtes un peu plus sensible que la moyenne ou des choses comme ça, tu vois. Puis il y a des gens avec qui vraiment je vais expliquer. En fait,
souvent, je lance un peu comme ça et puis je vois comment la personne réagit. En fonction, si elle a besoin d'explications très poussées, je lui en donne. Mais c'est pas une obligation non plus, en fait. Ça dépend. Ouais, tu le mets à disposition. Et tu m'avais parlé de haut potentiel aussi, je me rappelle, ça me revient. Et du coup, pareil, haut potentiel, hypersensible, pas du tout confiance en lui, haut potentiel, tu vois, tu te dis, ah non, c'est pas moi ça. Oui, parce que dans la tête, le premier truc, tu te dis, ah non, c'est pas moi, je sais rien faire. Ouais, ça, parce qu'au potentiel, de suite, quand on dit au potentiel, tu dis, Einstein, je suis Einstein, bah non. Donc c'est, Et puis on mesure pas aussi l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un parce que c'est une relecture totale de sa vie. C'est ça. Donc voilà, ça se c'est fait ça. quand Et souvent, c'est un électrochoc quand on s'en rend compte. Alors, dans un sens comme dans un autre, moi, ça a été révélateur, en fait. Ça a été alléluia, quoi. Tu vois, je venais de découvrir vraiment plein de choses. Et donc, j'ai repassé toute ma vie en chemin et ça a expliqué tellement de choses. Et au contraire, pour en avoir parlé, du coup, maintenant que je sais que je suis hypersensible avec d'autres personnes qui le sont également, souvent, ils ont une réaction de rejet, de refus ou de non-légitimité. Tu vois, à se dire, non, mais moi je suis pas ça, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Ou alors la peur de le dire aux autres aussi. Carrément. Parce que c'est vu comme. Enfin, elles se sentent pas légitimes de le dire à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment beaucoup de personnes hypersensibles qui me disent je l'assume pas, ou je suis pas sûr que je le suis, alors que c'est évident qu'elles le sont. Mais voilà, il y a vraiment une appréhension de la réaction des autres aussi. Comment tu l'expliquerais ça, enfin, Alors, c'est pour ça aussi que ça dépend à quel moment on en parle, à quel moment on va dedans, parce que pour moi, ça doit rester quand même juste une porte en fait qui s'ouvre et qui va sur autre chose, et pas une étiquette qui te permet juste de dire je suis hypersensible. C'est pour ça que j'ai une excuse. Voilà. Parce que ça peut être ça aussi. Ouais. Ça peut être beaucoup ah non mais je suis infernal, je suis insupportable, c'est parce que je suis au donc potentiel. ça risque aussi de s'enfermer dans cette c'est ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien dire du coup que je me suis aperçu, c'est que apprendre que j'étais hypersensible, c'était pas la ligne d'arrivée, c'était la ligne de départ. Et que c'est une construction qui se fait à partir de là, de se dire ok, je suis comme ça, non maintenant, qu'est-ce que je fais, comment je vis avec, comment je reconceptualise ma façon de vivre les choses. Exactement, c'est ça, c'est que c'est vraiment le seul but pour moi, et c'est pour ça, parce que comme on en a discuté, je me questionnais quand même aussi sur la façon d'aborder ce concept avec les patients, tout ça. Pour moi, c'est juste apporter une lecture plus juste en fait d'eux-mêmes. Mais on n'a pas besoin d'y passer toute la vie dessus, quoi, en fait. Oui. Tu vois, moi, dans ma vie, j'ai eu l'impression, c'est comme si, j'imagine, il y a 30 portes devant moi et j'avais pris toutes les pas bonnes. Et puis, à un moment donné, il y a la porte de l'hypersensibilité et c'est la bonne, tu vois. Donc ça, tu le sens parce que tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Par contre, ça ne veut pas dire que tu vas rester comme ça et que c'est une étiquette qui te sert à t'identifier, en fait. Tu vois, et c'est peut-être pour ça, inconsciemment, que je choisis un petit peu aussi à quel moment et comment je l'aborde avec chaque patient, en fait, du coup. Et il y a des cas de patients, du coup, qui peuvent te dépasser, où tu dis, ouais, ils sont vraiment... Je pense que l'hypersensibilité, c'est d'être... On parlait au début d'une sorte d'échelle ou de niveau d'hypersensibilité. Est-ce que ça arrive que tu dises, voilà, eux, ça va très très loin, ou c'est peut-être trop grave, ou je sais pas, et tu dis, ouais, moi, je peux pas... ou ça va peut-être trop m'atteindre, justement. Non, je pense pas. Ouais. Mais par contre, voilà, des fois, ça peut prendre plus ou moins du temps et ça peut être plus ou moins compliqué. Des fois, c'est un peu plus touchant parce que tu vois que la personne, elle comprend pas des choses sincèrement et que du coup, elle vit tellement pleinement son hypersensibilité, elle est tellement dedans que voilà, c'est long. Mais non, ouais. D'accord. Et dans tes patients, ça représente une grosse part d'hypersensibilité ? Oui. Les 3/4 au moins, je pense, Et du coup, au niveau de cette population de patientèle, est-ce que c'est plus des hommes, des femmes ? L'hypersensibilité, tu la proportionnes comment ou... Alors moi, j'ai les deux. Pas forcément... J'ai les deux. Après, est-ce que les hommes, ils sont pas un peu plus invisibles parce qu'ils n'ont pas trop envie de se montrer hypersensibles, tu vois ? Donc, il y a peut-être plus de couches. Il faudrait que tu leur conseilles un super podcast. C'est je le fais. Je sais que tu le fais. Petit coup de pute. Et ça leur fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, à partir du moment où en gros, le patient est hypersensible, tu en parles, il admet, il le conçoit. Est-ce qu'au fur et à mesure des rendez-vous et des consultes, tu vois un changement s'opérer à partir de cette prise de conscience-là ? Comment... Enfin voilà, moi je me dis pour les personnes qui vont nous écouter et qui se posent des questions,
Est-ce que voilà, derrière, quelle est l'évolution en fait? Est-ce que tu perçois un changement dans leur façon de venir au de ce qu'ils te disent Oui, en fait, je sens une ouverture à leur hypersensibilité. Ça veut dire que souvent, au début, comme tu disais, quand tu dis vous êtes hypersensible, alors, sauf les patients qui viennent pour ça, où là, c'est plus le travail inverse, on va dire. Parce qu'ils arrivent déjà avec la conclusion, quoi. Alors que, attends. Et t'en as qui viennent pour ça, mais qu'en fait, ne le sont pas du tout. Ouais, c'est vrai. Bonne question. Qui se montent ou qui... Ouais, alors je vais vite dans le complot, mais toi, qui disent qui se servent de ça comme excuse. J'en ai pas forcément vu. Après, c'est pas forcément ceux qui le sont le plus. D'accord. En effet, mais ils le sont quand même. Ils le sont quand même, ouais. Du coup, ça me parlait de l'évolution de tes patients une fois qu'au niveau de leur... En fait, ce que je remarque, c'est que petit à petit, et ce que tu as vécu toi aussi, je pense, c'est qu'ils s'ouvrent à leur hypersensibilité. Ouais. Donc, comme quand tu mets le concept, il y a une prise de conscience, il y a une relecture des choses qui peut être plus ou moins douloureuse en fonction du vécu et de dire « Ah, mais en fait, on m'a pas compris et c'était juste parce que... » Enfin, c'est pas que je faisais du cinéma, c'est pas que... tout ça, c'est que juste j'étais plus sensible et je ressentais plus les choses, donc il y a tout ce côté-là. Et après, il y a, du coup, maintenant, qu'est-ce que j'en fais et comment je l'assume, en fait, cette hypersensibilité. C'est ça, du coup, il y a des nouveaux chemins qui se présentent et des nouvelles questions qui se posent, mais qui sont de plus, enfin, je parle une fois de plus de mon cas personnel, plus dans la construction que autre chose. Des nouvelles questions de projets de vie, de choses, de nouveaux chemins vraiment qui s'ouvrent. Et je vois que les lambda, ça s'est construit, moi, ça sort de ton cabinet, quoi, à la base. Je me rappelle, le petit embryon, tu m'as mis un peu vers cette voie-là de rapport aux autres, de soins, ou enfin, je ne savais pas trop comment définir tout ça, et enfin, dans quel domaine j'allais me diriger finalement. Et puis je me rends compte que c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est ça en fait. C'était d'apporter ce côté aux autres, quoi, en fait. C'est ce qu'on fait ici, quoi. Ouais, mais en parlant des autres, ce serait aussi intéressant d'avoir du coup de déclarer ça aux patients, qui prennent conscience de qui ils sont, mais aussi peut-être d'en toucher 2-3 mots à leurs proches, à eux. Parce que je pense que quand tu vis avec un hypersensible, quand tu es maman d'un hypersensible ou autre, ça peut être bien aussi qu'il soit au jus de tout ça, quoi. Oui, c'est ça, de comprendre certaines choses. Ouais, et ça peut expliquer. Ouais, voilà, moi je vois, c'est des discussions une fois que je l'ai su et que c'était validé. J'en ai parlé à ma famille direct. Mais genre, je les ai appelés comme si, je sais pas, le jour où j'ai su que j'avais le bac ou. Tu vois, c'était vraiment ça, quoi. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, j'ai découvert un truc formidable, machin. Et donc, et là, en discutant, elle m'a dit, ah ben ouais, mais ça explique, tu vois, ça explique des trucs. De telle époque, enfin, du coup, on a ressassé toute ma vie et j'ai fait pareil avec mon frère et du coup, ça a totalement changé nos relations en fait. Et on est devenu tout est devenu vachement plus simple et plus fluide, plus clair, et vachement plus clair, quoi. Et surtout que c'est un terme qui est assez récent. C'est un terme, il me semble que c'était 96, je crois, j'ai vu. Ouais, on avait regardé, quand c'est arrivé. Et c'est vrai que c'est un peu récent et la société évolue beaucoup. On discute un peu plus, les réseaux, on se rend compte de choses. On dit, tiens, en fait, on parlait des réseaux sociaux aussi une fois et on se dit que, en fait, on se rend compte qu'on est tous, pas qu'on est tous pareils, mais qu'on n'est pas seul. C'est ça, qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul, et c'est un moment où du coup tu dis, mais en fait j'ai peut-être un truc, et du coup on creuse à plusieurs, c'est un chemin qu'on fait à plusieurs, et effectivement d'en parler à ses parents qui eux n'ont toujours une vision, on leur a appris une famille un peu classique, machin, et quand ils rentrent un peu là-dedans maintenant, ce que tu racontes avec ta mère, j'ai avec ma mère aussi, tu vois, qui m'appelle après chaque épisode en disant, putain mais moi je savais pas rester comme ça, j'apprends vachement de choses et tout, ah mais ça explique ceci comme toi, et du coup c'est hyper intéressant, on en discute et on débriefe et on se rend compte que c'est un bon coup de pouce pour l'avenir, et en espérant que plus tard les nouveaux parents pourront mieux appréhender leur enfant. Ben, c'est ça. Et c'est le cas qu'on a, parce qu'on a souvent des messages de jeunes mamans qui nous écrivent en disant, mais je pense que mon fils du coup, ma fille est hypersensible, et grâce à cette découverte de termes et cette découverte du sens, quoi, j'arrive à mieux appréhender le truc, à être plus optimiste, ça me donne de l'espoir. Même une personne qui avait dit que ça lui donnait de l'espoir, et puis récemment une personne, un homme qui a quasiment 50 ans et qui est tombé sur le podcast sur l'hypersensibilité et la virilité, enfin, qu'ils a un peu tous regardé, qui nous a envoyé un message comme ça en nous disant waouh, mais c'est fabuleux, j'ai 48 ans et en fait, j'ai passé toute ma vie à avoir une espèce de barrière, à cacher mes sentiments, mes ressentis, à vouloir faire l'homme viril et tout ça.
Et je souffrais à l'intérieur de moi de ne pas pouvoir être comme je suis vraiment, être tout le temps quelqu'un d'autre et dire d'écouter votre truc, merci. Enfin, des messages comme ça, il y en a eu. Voilà, c'est vraiment libérateur. Et moi, le côté vraiment libérateur de l'hypersensibilité, et quand j'ai pris conscience que je n'étais pas le seul à avoir ce schéma de pensée, ce mode de fonctionnement, ça a été de me dire je ne suis pas seul en fait. Moi vraiment le truc qui m'a vraiment soulagé, apaisé, c'est je suis pas seul quoi. Et ça vraiment ça a été pour moi le truc qui m'a levé 3 tonnes de pression sur les épaules quoi. Après par rapport à l'entourage à expliquer, alors ça peut être intéressant, mais l'entourage il peut, encore une fois comme on disait, de par peut-être la différence de niveau de perception, de conscience, il peut ne pas le considérer ou ne pas le comprendre en fait. Moi je pense que ce qui est le plus important c'est vraiment ça donne à la personne, ce terme-là, une clé de transformation. Et toi tu l'as vraiment vécu, je me rappelle, hein, de pouvoir expliquer différemment comment on est, de pouvoir apporter aussi ce qu'on est aux autres, à notre entourage. Et c'est ça qui va faire qu'avec l'entourage, ça va bouger. En tout cas, moi, je crois plus à ça qu'à expliquer aux gens. Des fois, j'ai des conjoints ou des entourages d'hypersensibles qui viennent pour comprendre leur conjointe ou quoi. Donc là, ils ont une vraie démarche en fait de comprendre. Mais par contre, quand c'est soit on est hypersensible, on va expliquer à sa famille, sa famille, elle comprend pas toujours en fait. Ouais. Et donc du coup... ça peut se tenter, mais moi j'insiste pas trop là-dessus parce que ça peut nourrir aussi des frustrations, des incompréhensions, un sentiment de je leur dis, puis en fait ils écoutent pas ils me croient pas entre guillemets. Donc moi je vais plutôt sur le côté j'apprends à me comprendre, à me connaître et à l'expliquer en fait aux gens qui sont autour de moi jusqu'à ce que petit à petit ils arrivent à le conscientiser en fait quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. Après moi j'avais déjà quand même, je communiquais énormément déjà avec ma mère et tout ça. C'était pas passé de noir à blanc d'un coup. C'était allé progressivement et c'est le jour où j'ai vraiment compris que j'ai su l'expliquer mon fonctionnement que le message aussi est bien passé. Mais tu vois, pardon, moi je sais qu'avec ma mère, par exemple, qui a eu beaucoup de mal à comprendre ça, à l'appréhender en fait vraiment, je me rappelle que j'ai eu une discussion parce que je lui disais souvent « t'es agressive » et elle le prenait très très mal en fait. Et un jour, il n'y a pas si longtemps où moi je suis maintenant au clair avec mon niveau de sensibilité où j'ai pu lui dire mais en fait on n'a pas le même curseur. Et pour elle, agressive, c'était presque mettre une baffe, quoi. Et alors que pour moi, c'était un ton de voix. Oui. Et donc, en fait, on ne se comprenait pas parce qu'on n'avait pas la même sensibilité derrière le mot. Le mot n'avait pas le même poids. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être plus ces explications-là de dire, moi, toi, tu es là sur ce niveau de sensibilité. Moi, je suis là, donc forcément... Si on veut se comprendre, il faut aussi qu'on s'explique sur ces concepts-là, quoi. C'est là où la communication est importante aussi, quoi. C'est, selon les cas, ça peut être assez vrai. Et quand on a un souci, il vaut mieux mettre des mots dessus, discuter en disant attention, moi, mon curseur, il est là. Toi, ton curseur, il est là. Donc, s'il y a un souci, c'est pas forcément que je suis trop sensible ou que tu es trop violent. C'est juste peut-être qu'on se comprend un peu moins bien. Donc, on va peut-être mettre ensemble une base en disant là, on a le droit d'y aller, là, on n'a pas le droit d'y aller. Même si pour l'un, ça paraît dérisoire ou pour l'autre, ça paraît trop violent. Bon, c'est important peut-être de. Oui, complètement. Puis c'est le respect de chacun au final, qu'on soit hypersensible ou pas. C'est là, il y a trop de lumière pour moi. Pour toi, c'est pas gênant. Ok, mais du coup, comment on s'adapte au respect de chacun, en fait. Et j'étais assez surpris. Il y a pas longtemps, j'étais à Carrefour, à côté de Carrefour Pigalle. Oh. Et donc, il y avait de la musique. Moi, la musique m'agresse dans les Carrefour. Déjà, c'est trop bruyant, les centres commerciaux. Je suis assez mal dans ce genre d'endroit. Et j'ai entendu un message en disant attention, à partir de telle date, de 18h à 20h, on coupe la musique pour les autistes. Et je suis putain, j'étais surpris. Je fais attends, ça c'est bien en fait. Et il y a des gestes en fait, ça se démocratise vraiment ce côté donc de sensibilité ou d'autisme ou justement de tolérance par rapport au bruit, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement bien que on sait que de telle heure à telle heure, donc c'est les heures un peu de pointe justement. Il y a déjà assez de bruit dans le magasin comme ça. La musique on l'entend pas, ça ne fait juste du brouhaha. Et là, eux, ils coupaient la musique de telle heure à telle heure. Ouais, j'ai vu cette campagne de pub passer. Il y avait une campagne. Il y a une campagne de pub. J'ai pas la télé, je regarde pas ce genre de truc. Non, moi non plus. Je sais pas comment je l'ai vu, comment c'est venu avant moi, mais c'est un truc que j'ai vu. J'ai trouvé ça vraiment très, très bien. Il y a des beaux gestes. Après, ça évolue. De toute façon, ce qu'on fait aujourd'hui, ça servira aux générations d'après. C'est de la transmission. Et je pense que tous ces trucs-là, faut pas les faire uniquement pour soi, mais il faut les faire surtout pour ceux qui arrivent après, pour qu'eux, à leur tour, ça continue à. Et on se rend compte que la société est prête en fait d'évoluer avec nous. En fait,
sont pas, la société est prête en fait. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça prend là. Des fois, ça va pas assez vite pour certains, des fois trop lentement pour d'autres. Enfin, des fois, ça va trop vite pour d'autres qui, voilà. Mais bon, ça fait son petit bout de chemin quand même. On a exceptionnellement décidé de couper cet épisode en 2 parties. La partie 2 sortira la semaine prochaine et clôturera la saison 1 des Mal Lambda. Vous y trouverez la session questions-réponses, questions posées par les internautes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Mal Lambda, Mal.